Bienvenue dans ce nouveau podcast, très heureux de vous retrouver. Je suis content que le premier épisode vous ait plu. J'ai lu juste avant de tourner celui-ci vos différents commentaires, donc on va essayer de mettre en place justement les différents éléments que vous m'avez parlé. Donc ce que j'ai mentionné bien sûr c'est sur YouTube et d'essayer de mettre le chapitrage. Donc on va essayer de travailler là-dessus, mettre le chapitrage. Donc du coup ce que je vous disais, j'ai fait un petit vlog juste avant. En gros, sur Apple Podcast, si je veux mettre des podcasts sur Apple Podcast, il faut que moi je paye 20 balles par an. Alors bien sûr, c'est quasiment rien, donc je vais le faire, mais je trouvais ça un petit peu étonnant en comparaison avec Spotify qui est bien sûr gratuit. Donc voilà, on va mettre ça en place bien sûr sur Apple Podcast. Pardon, il y aura les liens en description, mais également les liens sur mon Linktree, donc sur le lien qui est dans la description. Voilà, donc ça c'est en termes de podcast. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont dit que c'était cool si je pouvais faire les items de l'internat en audio. Alors, on va essayer, je vais essayer d'en faire quelques-uns, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Donc on va déjà mettre l'accent sur ce podcast-là. Et puis après, si j'ai un petit peu du temps qui se dégage, je vais essayer de réfléchir à d'autres façons de le faire aussi également. Donc voilà, on va y travailler là-dessus. Donc pour ceux qui viennent de débarquer, moi ça m'appelle Robin, je suis actuellement interne de radiologie, interne à peu près en 10e année de médecine, donc 3e année d'internat. Après les 6 ans de médecine, le tronc commun, où j'ai passé le concours de l'ECN donc en 2021, j'ai choisi la radiologie. Et voilà, donc j'ai essayé dans ce podcast de vous parler un petit peu de ceux qui ont envie de se dépasser, d'atteindre le top 5%, de se développer, que ce soit physiquement, mentalement et dans les projets, dans les études. Donc je vais essayer de vous partager le plus d'astuces possibles de productivité, le plus d'astuces sur les études de médecine, comment travailler correctement et également comment mettre en place des éléments dans sa vie pour faire partie du top 5%. Voilà, donc en termes de programme, ce que j'ai décidé de faire, c'est que on va mettre en tout premier les meilleures astuces de révision parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde et c'est là où vous pouvez trouver le plus de valeur possible. Hop. Ensuite, on va voir justement comment faire partie du top 5% et il y aura quelques petits bonus, quelques petites anecdotes sur les différents stages, sur des petites anecdotes de garde, des choses que j'ai envie de vous partager. Enfin, pour ceux qui restent le plus longtemps sur le podcast, comme ça, ils ont des choses qui sont un petit peu plus personnelles par rapport à mon histoire, voilà, des anecdotes sur les études de médecine. Donc la dernière partie sera anecdote études de médecine, je vais me le marquer là. Tac, on va se le mettre anecdote, hop, sur Google. Donc, ce que j'utilise, Notion, moi j'utilise Notion sur mon téléphone, c'est là où je prends mes notes. Alors, j'en ai déjà parlé, on va attaquer là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne à peu près au début où j'avais dit que j'arrêtais Notion pour utiliser plutôt l'application Note parce que je trouvais que l'application Note était plus simple d'utilisation et que parfois les gens utilisaient des systèmes de notes qui étaient trop complexe et ils passaient trop de temps à vouloir créer le système de notes parfait plutôt que de l'utiliser. Donc c'est dans ce sens-là que moi je trouvais que l'application Notes était plus efficace parce que je l'avais directement sur mon téléphone, j'avais juste à écrire le titre et après je marquais ma note à l'intérieur. Donc ça, moi je reste pour tout ce qui est prise de notes sur mes cours, etc. etc. J'utilise plutôt Notes. Après, moi quand j'étais en 6e année, j'utilisais Notion parce que c'est plus complet, il y a plus de fonctionnalités sur Notion. Donc, si vous avez un système de prise de notes déjà en place et que vous êtes en train de préparer le concours de 6e année, etc., bien sûr que Notion reste plus complet, plus puissant en termes, vous pouvez mettre en place un calendrier, vous pouvez mettre en place des systèmes, tous ceux qui, moi par exemple, j'ai un espèce de template que je propose à tous ceux qui me font confiance en termes de formation et de méthode de travail. J'ai mis en place un template dans lequel vous pouvez marquer tous les jours, vous pouvez réutiliser le template pour mettre les actions quotidiennes que vous avez marquées. Vous avez des systèmes de méthode DJ automatique et moi j'utilisais énormément l'outil Toggle qui permet de faire des questions et des réponses. En fait, ça me permettait de créer mes cours sous forme de Anki extrêmement rapidement. Donc dans ce sens-là, Notion est très puissant et j'avais fait plutôt un test en disant que voilà, je trouvais que Note était simple et efficace et que parfois il ne fallait pas trop se prendre la tête et utiliser une méthode de prise de notes simple et efficace pour son quotidien. Mais effectivement, quand vous cherchez à créer un système de notes puissant et complet et poussé, oui, Notion sera plus puissant. Voilà, donc entre guillemets, c'est surtout une question de préférence. Si vous avez besoin de fonctionnalités qui vont plus loin que la simple prise de notes extrêmement classique, je vous conseille d'utiliser plutôt Notion, Obsidian ou des choses comme ça plutôt que Note. Mais moi, par exemple, là, pour tout ce qui est prise de notes en radiologie, c'est surtout des PDF, des posters que je mets et en fait j'ai pas besoin de me faire des questions-réponses parce que je suis pas là en train de m'entraîner. Je suis surtout, j'ai besoin d'avoir une espèce d'encyclopédie. Et en fait quand vous avez juste besoin d'avoir une encyclopédie, un endroit où vous stockez des informations
ben, ça peut suffire, Note. Après, quand vous avez besoin de créer des informations que vous allez utiliser sous forme de questions-réponses, sous forme de tableaux, etc., ce sera plus puissant, à mon avis, Notion. Voilà. Donc Notion, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Il est gratuit. Vous avez une base de données qui peut être gigantesque. Donc vraiment, je peux vous le conseiller. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne où j'ai expliqué un petit peu comment j'utilisais Notion. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment pratique. Alors personnellement, moi je l'utilise surtout par exemple pour me faire ce que j'appelle mon journal de bord. Tous les jours, en fait c'est très simple, je me suis mis un calendrier et tous les jours j'ai fait une nouvelle note sur mon calendrier et j'écris quelques lignes sur mon avancée, où est-ce que j'en suis, quel est ce que j'ai à faire. Voilà, donc j'aime bien marquer ça, ça me permet de savoir où j'en suis, comment j'avance et je trouve ça assez intéressant. Donc j'utilise de cette façon-là et voilà, mais sinon j'ai une utilisation, pareil pour tout ce qui est script vidéo YouTube, etc. Je vais sur Notion parce que ça me permet, vous voyez, de mettre si l'idée elle a été tournée, si l'idée elle a été, si la vidéo a été publiée, etc. C'est plus puissant dans ce sens-là parce qu'on peut mettre des différents statuts sur les posts, enfin sur ces idées, dans ces tableaux. Ça va plus loin que Note, bien sûr. Mais si c'est juste, du coup, pour avoir une encyclopédie, Note peut être largement suffisant. Voilà. Donc tout ça pour dire que, pour résumer, ce qu'il faut, c'est un système qui soit facile à utiliser et que vous ne passiez pas plus de temps à construire et à comprendre le système de prise de notes plutôt que de l'utiliser. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça c'était la première chose. Donc en termes de meilleures astuces de révision, la première, et c'est ce que moi j'essaie toujours de développer, c'est de trouver un objectif qui a du sens. Parce que en fait, la plupart des gens vont sous-estimer ça. Ils vont penser que l'aspect de préparation mentale, il est pas important dans les études de médecine. Et en fait, moi je fais souvent le parallèle entre les études de médecine, les projets entrepreneuriaux, etc., avec le sport. Parce que le sport, ça demande en fait le même type d'investissement qui va être de l'investissement en termes de comprendre que les actions sur le court terme vont permettre de construire le long terme. Donc il faut faire des actions qu'on n'a pas toujours envie et qui vont nous permettre de nous bâtir, qu'il faut de la patience, etc. Et donc c'est prouvé qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, etc., qui après, lorsqu'ils vont pivoter sur de l'entrepreneuriat, des choses comme ça, ils vont réussir parce qu'ils ont déjà la bonne mentalité. Donc ça, c'est important à comprendre. Et justement, ces dernières années, j'avais lu pas mal et vu pas mal de reportages qui montraient que de plus en plus d'athlètes, des sportifs de haut niveau, faisaient appel à des coachs en préparation mentale, tout simplement parce que c'est important et ça permet d'aller plus loin dans la performance. Là, ces derniers temps, moi je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais j'aime beaucoup l'apnée, je pratique de l'apnée vraiment par pur plaisir, hein. Je ne fais pas du tout de compétition, le but c'est pas de descendre le plus possible, mais du coup je m'intéresse à tout ce qui est apnéiste et en fait il y a une préparation mentale qui est presque aussi important que la préparation physique. Elle fait partie vraiment intégrante parce qu'il y a des croyances limitantes, il y a des barrières mentales, il y a des barrières psychiques et psychologiques qui vont rentrer en compte dans la performance. Et en fait, pas que là-dedans, j'avais vu des reportages de préparation d'athlètes au JO, etc., etc. Et en fait, de plus en plus de sportifs prennent des coachs mentaux. Et alors nous, bien sûr, en études de médecine, on n'a pas... c'est comme une préparation, comme un sportif de haut niveau qui prépare un concours. Donc ça, il faut le prendre en considération. On va en parler juste après. Mais je pense que, bien sûr, on ne peut pas faire appel à un coach mental parce qu'on est des étudiants et qu'on gagne 200 ou 300 balles quand on est externe. Mais de travailler au moins personnellement sur cet aspect mental, je trouve que c'est hyper important. Et la première étape de la préparation mentale, à mon avis, c'est celle de trouver un objectif qui a du sens. Et pour trouver un objectif qui a du sens, il va falloir aller un petit peu profond en soi, avoir des réflexions qui soient un petit peu plus poussées que la réflexion sous la douche, etc., etc. Moi, j'aime bien faire des balades, marcher un petit peu pour vraiment me creuser, creuser en moi un petit peu mes motivations qui me poussent à me dépasser pour les concours de médecine, qui me poussent à me sortir de ma zone de confort, à faire ces vidéos YouTube, qui me poussent à avoir envie de plus. Et en fait, quand on arrive à se connaître plus soi-même, qu'on sait un petit peu et qu'on fait ce travail de préparation mentale, on arrive à aller plus loin. Et lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on en a marre, lorsqu'on ne sait pas pourquoi, on se pose des questions, ben finalement, on finit par aller plus loin. On arrive à s'accrocher plus profondément. Et donc, moi, je fais ce travail-là et c'est important, ce que je peux vous encourager en essayant je vais essayer dans ce podcast aussi de vous partager des astuces pratiques que vous allez pouvoir mettre en place immédiatement durant ou juste après le podcast. C'est important parce que c'est bien d'écouter, mais si on ne met pas en place des actions, finalement, des fois, ça sert un petit peu à rien. Donc,
ce que je peux vous encourager à faire, c'est donc du coup de réfléchir à, imaginons que vous avez envie de faire une spécialité. On va prendre l'exemple typique de l'étudiant qui est en 4e année de médecine et qui a envie de se dépasser pour avoir une bonne spécialité. C'est bien déjà d'avoir une petite idée de la spécialité, peu importe, moi j'avais plusieurs idées et il s'avère qu'il y a une idée qui m'a motivé durant ma 5e et 6e année, j'en reparlerai peut-être à la fin de la vidéo sur les anecdotes. J'étais motivé pour faire la chiroplastique, c'est pas du tout la spécialité que j'ai choisie, mais ça m'a motivé pour me dépasser en 6e année et je pense que sans cette envie pour une spécialité spécifique, plus les raisons qui sont derrière, je ne me serais pas autant dépassé. Voilà, donc moi c'est personnel, moi ça m'a servi et ça m'a vraiment transcendé. Mais voilà, donc je peux vous encourager à réfléchir, peu importe que ce soit une spécialité précise ou pas, mais de savoir pourquoi vous voulez vous dépasser, pourquoi c'est important de choisir cette spécialité, pourquoi c'est important d'avoir un bon classement. Ça peut être juste la liberté de choisir, parce que moi c'est pareil, cette notion de liberté elle est hyper importante, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, mais la notion de liberté c'est vraiment essentiel. Donc si pour vous la liberté de choisir, la liberté et aussi le fait d'inspirer sa famille, d'inspirer ses proches, d'inspirer les gens qui sont autour de vous, de par les efforts que vous mettez en place, de rendre fier votre famille, de pouvoir aussi faire une spécialité qui vous passionne, de faire quelque chose qui vous plaît, d'avoir la liberté. Moi, par exemple, je choisis aussi la radio parce que ça peut donner beaucoup plus de liberté sur liberté géographique, liberté temporelle, liberté financière, sur plein d'aspects qui font que je me suis dépassé pour cette spécialité. Voilà, donc pour moi, ça avait du sens. Il y en a pour qui ça n'a moins de sens de faire ce travail mental, mais je pense que de manière générale, c'est toujours un conseil qui est bon et voilà. Hop, je m'excuse. Hop là, on va récupérer la bouteille d'eau quand même. C'est important de boire régulièrement, surtout quand on parle autant. Voilà, donc première étape, moi je peux vraiment vous encourager à faire un travail de mental. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte bien sûr dans cette préparation mentale. Il y a un aspect, on en parlera dans d'autres podcasts peut-être, mais l'aspect de croyances limitantes et de barrières. C'est vraiment essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui... alors, je pense que quand plus on est jeune, plus on a de barrières, mais quand on est plus ancien aussi, quand je dis ancien, c'est par exemple ceux qui sortent du lycée pour la première année, il y en a qui vont se dire ah oui mais je ne suis pas fait pour réussir en médecine, je ne suis pas assez intelligent, etc. etc. Ça c'est le niveau 1, la base. Moi j'ai des potes qui au lycée, on en reparlera, mais j'ai des potes au lycée qui avaient 12-13 de moyenne, personne n'aurait pensé que, est-ce que je suis bien net? Hop, on va, tac. Excuse. Voilà, pour ceux qui regardent le podcast, il est aussi disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là, je voyais le retour caméra, je voyais que j'étais pas hyper net. Je reprends. Donc j'avais un pote qui avait 10, 11 de moyenne, tous les profs, personne n'aurait misé sur lui. Mais en fait, le mec, il a réussi à se dépasser et il a cassé ses croyances limitantes. Mais maintenant, il est médecin. Et voilà. Et en fait, ça, c'est hyper important de faire ce travail sur les croyances limitantes parce que en fait, c'est de l'inconscient si au fond de nous, on travaille à fond, on travaille 10 heures par jour, mais on pense qu'au fond de nous, on n'est pas capable de réussir, ben, en fait, il y a des actions inconscientes qui vont faire qu'on va travailler d'une manière spécifique, on va avoir du mal à se concentrer, des choses qu'on ne peut pas cerner, mais qui vont faire qu'on va échouer parce qu'on s'est auto-saboté. Et moi, je suis assez convaincu de ça. Et c'est pour ça que travailler sur ces croyances limitantes, est-ce que si vous pensez que vous n'en êtes pas capable, ben, le jour du concours, en fait, ça ne va pas arriver par magie. Il faut avoir cette confiance. Alors tout le monde n'a pas cette confiance de base aussi poussée, mais ça se travaille. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce travail-là, de casser un peu les croyances limitantes. Quand vous êtes en 6e année, quand vous êtes en externe, ben, en fait de terminer dans le top 500, c'est pas réservé aux génies, c'est réservé simplement aux personnes qui travaillent plus que la moyenne. Et ça, c'est irréfutable. Voilà. Donc quand on arrive à faire ce travail mental, on arrive à aller plus loin. Et c'est prouvé maintenant, les sportifs, beaucoup de gens, des entrepreneurs, beaucoup de gens font appel à des coachs mentaux. Nous, on n'a pas spécialement les moyens de le faire, mais on peut déjà travailler de soi-même. On peut demander à l'IA de nous aider un petit peu à avoir des réflexions, on peut regarder des vidéos, on peut faire des balades soi-même, ça peut venir de soi-même, ça peut venir de l'extérieur. Il faut qu'il y ait ce travail en tout cas, et je vous invite à avoir ce travail-là, peu importe. Il y en a pour qui ça parlera plus que d'autres, mais je trouve que c'est important. Ok, voilà, donc ça c'était le premier point, c'était trouver un objectif qui a du sens pour soi et de manière plus générale, avoir une approche un peu mentale parce que ça va vous permettre d'aller plus loin et de débloquer des barrières et d'aller à un autre niveau. Ok, première étape. Deuxième étape, travailler vite mais travailler bien. Je trouve que, alors il y a une première chose qui est connue, ça s'appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit que si vous avez 2 heures pour faire une tâche spécifique, alors toute proportion gardée, il faut que ça puisse rester faisable, mais lorsque vous avez 2 heures pour faire une tâche spécifique, votre cerveau va se conditionner pour réussir à faire cette tâche dans les 2 heures. Et en fait,
Je vois, il y a des gens qui, pareil, alors il y a des phénotypes, il y a des gens qui arrivent à travailler plus ou moins vite. Moi, je me considère comme quelqu'un qui travaillait assez vite et j'étais capable de faire 10-12 cours dans la journée parce que je travaillais assez rapidement. Quand j'étais en PACES par exemple, mais même quand je faisais mes tours de collège, j'ai réussi à faire en tout 3 tours en 6e année, j'allais assez vite, mais de manière générale, si vous êtes trop lent, si vous vous accordez trop de temps pour faire des tâches, votre cerveau va prendre le temps qu'il faut et des fois être trop perfectionniste, vouloir prendre trop de temps pour faire les choses trop bien, mais finalement ça va nous desservir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler vite, mais il faut toujours travailler bien. Bien sûr, aller à toute vitesse, lire un cours et ne rien comprendre et se dire ah oui, aujourd'hui j'ai fait 25 cours, je suis meilleur que toi, ça ne sert à rien. Il faut rester dans l'équilibre là-dedans. Mais si vous vous dites que vous avez hyper bien travaillé, mais vous faites 2 cours par jour, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'à 2 cours par jour, la vitesse à laquelle vous allez travailler, c'est beaucoup trop lent. Donc il faut se donner des objectifs qui restent adaptés à nous. Moi, j'étais capable de faire 10-12 cours, bon, mais je me mets 10-12 cours. Mais si vous voyez que dans votre planning de révision, vous allez trop lentement et que vous pouvez vous mettre 1 ou 2 cours de plus par jour, au début, ça va être difficile, mais votre cerveau va finir par s'habituer. Et voilà. Et c'est prouvé. Il y a des gens qui arrivent à lire plus ou moins vite que d'autres et c'est une habitude. On va en venir dans le point juste après, mais moi personnellement, j'écoute toutes les vidéos que j'écoute, tout le contenu que je consomme en x2. C'est-à-dire qu'en 1 heure, je suis capable de consommer du contenu que quelqu'un a écouté en 2 heures. Et en fait, c'est pareil. Les cours, j'arrive à aller aussi vite que certaines personnes, enfin plus vite que d'autres, pour faire 10 cours, je mets une journée, alors qu'il y en a qui vont mettre peut-être une semaine. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins bien faits. Okay, donc il faut trouver cet équilibre, mais je pense qu'il faut quand même toujours se challenger sur le nombre de choses à faire, ne pas se sous-estimer. Et ça, c'est important. Alors, hop, petit souci. Ne pas se sous-estimer parce que finalement, lorsqu'on se repousse dans ses retranchements, le cerveau finit toujours par essayer de s'habituer pour accomplir les tâches qu'on lui donne. Donc ça, c'est la loi de Parkinson. Et lorsque vous faites ça, on arrive à abattre beaucoup plus de travail. Et on en parlera pareil juste après. J'explique que c'est important d'apprendre à manipuler un ordinateur. Alors moi je dis ordinateur parce que c'est ce que j'utilise, mais il y en a ça va être la tablette, etc. etc. Mais c'est important de bien savoir manipuler ces outils de travail pour être le plus, entre guillemets, rentable possible. Okay, donc rentable, c'est-à-dire que oui, c'est bien de travailler 10 heures par jour, mais si en 10 heures, vous faites ce que moi je fais en 3 heures, ça ne va pas le faire. Donc il faut être le plus efficace possible tout en restant, en travaillant bien. Voilà, il faut trouver cet équilibre entre travailler vite et travailler bien. Et lorsque vous trouvez ce bon équilibre, on arrive à être assez rentable. Et j'essaierai de vous montrer dans des cas pratiques, peut-être sur des vidéos un peu plus différentes que les formats podcast, des vidéos directement sur mon ordinateur, comment réussir à améliorer son efficacité par exemple sur son ordinateur. Mais c'est important d'avoir cette notion en tête parce que des fois il y a trop de personnes qui se font simplement bonne conscience à se dire bon ben aujourd'hui c'est bien, j'ai travaillé 10 heures, j'étais sur mon ordi, j'ai fait 3 fiches. Oui, mais pendant ce temps-là, il y en a qui en ont fait 10 et ils ont tout aussi bien travaillé que vous. Voilà. Et donc il ne faut pas non plus, moi je le vois par exemple là actuellement. Déjà, je suis sorti de ma zone de confort en faisant des vidéos YouTube. C'est bien, je fais des vidéos YouTube. Maintenant, si je veux aller plus loin, il faudrait que j'aille dans des concepts qui sont différents, que j'invite des gens qui ont bien réussi. Je sais qu'il faut que je fasse des interviews, il faut que j'ai d'autres approches. Et en fait, faire une vidéo, c'est bien, mais je pourrais être beaucoup plus rentable par vidéo parce que j'ai des concepts différents, parce que je me suis encore plus dépassé dans chaque chose. Et là, c'est pareil. Vous allez vous dépasser en travaillant 10 heures par jour, mais vous pourriez être encore plus efficace si vous avez des méthodes différentes, si vous êtes encore plus rapide dans ce que vous faites, parce que vous allez vous dépasser encore plus sur le même temps investi. C'est surtout ça que je veux vous dire, c'est que des fois, à même temps investi, on a des résultats qui sont bien différents. Et il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'input et l'output. L'input, c'est ce que vous allez mettre, c'est par exemple 10 heures de travail, et l'output, c'est les résultats qu'il va y avoir. Imaginons vous mettez 10 heures de travail, vous avez 3 cours, votre output, en fait, que vous ayez mis 10 heures ou 2 heures, l'output, il est de 3 cours, d'accord? Et donc, c'est pas toujours facile de contrôler l'output parce qu'on ne peut pas en fait toujours savoir la vitesse à laquelle on va travailler, le rendement qu'on a, on ne peut pas toujours tout contrôler et c'est bien de mettre son attention sur ce qu'on peut contrôler, on en parlera plus tard, mais il faut quand même garder en considération cet output et se dire que il y a aussi ce résultat-là. Si vous avez travaillé 3 cours, ben finalement, si moi j'en ai travaillé 6 en même temps, dans le même temps, et qu'ils sont plus ou moins bien faits, enfin tout aussi bien faits, ça commence à devenir problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut trouver cet équilibre entre garder son attention sur quelque chose sur lequel vous avez du contrôle, qui est votre input, mais tout en restant lucide sur votre output, parce que si vous avez un rendement qui est très faible,
ben, ça sert à rien de rester toute la journée à la BU juste pour vous faire bonne conscience, dire oui c'est bien, j'ai bossé. Voilà. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. On verra au fur et à mesure des podcasts parce que j'ai envie d'un petit peu de structurer et donc là j'ai pas les idées assez claires pour vous expliquer comment maximiser son output, mais c'est important. Là on va faire germer la première graine, c'est ça, c'est de comprendre la différence entre l'input et l'output. Il faut avoir un output qui soit conséquent parce que sinon vous êtes juste en train de vous faire bonne conscience et vous n'êtes pas dans un travail qui soit rentable. Et moi je pense qu'il y avait ça aussi dans ma capacité à réussir, c'était cette capacité à réussir à avoir un bon rendement et d'arriver à faire une journée. Moi je m'étais dit que tous les 5 jours il fallait que je fasse un collège quand j'ai fait ma 6e année, que j'ai refait tous les cours. Tous les 5 jours j'avais un collège en moyenne. Alors le collège de pédiatrie qui fait 800 pages, il était plus long à faire, mais des collèges normaux, ça mettait 5 jours et je ne mettais pas 3 semaines. Parce que si vous mettez 3 semaines à faire à chaque fois un collège, je parle pour ceux qui ont déjà fait un tour, enfin qui ont déjà tout fait et qui refont un tour, c'est ce que j'avais fait en 6e année, si vous mettez 3-4 semaines, en fait, ça ne va pas le faire. Alors oui, si vous mettez que 2 jours à faire un collège, vous n'avez rien retenu. Mais il y a toujours un entre-deux, un sweet spot. En fait, on appelle ça un sweet spot. Le sweet spot, c'est le bon équilibre. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et ce bon équilibre, il va dépendre de chacun. Il y en a pour qui ça va être plus lent, il y en a pour qui ça va être plus rapide. Mais il faut toujours essayer de trouver le bon équilibre. Et voilà, des fois, il y en a qui ne sont pas dans le bon équilibre, qui sont dans le trop lent par rapport à eux. Et voilà, et moi je le vois, c'est pareil en radiologie. En radiologie, il y a des gens qui mettent 45 minutes à faire un scanner, alors qu'il y en a qui vont mettre un quart d'heure et il sera tout aussi bien fait. Donc c'est pas parce qu'on est lent qu'on fait les choses bien, parce que des fois on a ça, on se dit ouais mais j'ai bien travaillé, j'ai été minutieux, j'ai fait ça bien, mais ça veut pas, c'est pas toujours vrai. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est la notion que j'avais envie un petit peu de vous partager aujourd'hui. Voilà. Ensuite, troisième chose, donc écouter du contenu en x2. Ça c'est une astuce que je peux vous partager. J'en ai déjà parlé dans les vidéos. La plupart peut-être, je peux vous encourager. Alors je sais que moi je parle un petit peu vite, donc peut-être que ce podcast sera pas évident à regarder en x2, mais moi, 90% du contenu que je regarde, à part du contenu, bien sûr, mes séries, je ne vais pas regarder une série en x2, sinon ça n'a pas d'intérêt, ou un film, mais toutes les vidéos YouTube que je regarde. Alors, en anglais, j'ai du mal à regarder en x2 parce qu'il faut que ça articule. Souvent en anglais, je suis en x1,5, x1,6, mais le français, c'est en x2 systématique. Par exemple, même les Loom, moi je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Loom. Loom, en gros, c'est une application qui permet de filmer son écran et de se filmer en même temps. Et donc, par exemple, je ne sais pas, quand vous devez. Moi, des fois, on m'envoie des mails et je vais répondre en Loom. C'est-à-dire que comme ça, c'est un espèce de. C'est comme un vocal, mais où on me voit parler. Et comme ça me permet d'aller plus vite. Et en fait, moi, quand je regarde les Looms de gens, je la regarde en x2,5. Donc, ça me permet de gagner énormément de temps. Et donc, ça, je peux vous le conseiller donc, pour les podcasts. C'est génial parce que ça permet de consommer beaucoup plus de contenu. Donc, podcast en accéléré. Vous pouvez également regarder des vidéos YouTube en accéléré. C'est pour ça que je peux conseiller d'avoir YouTube Premium ou Spotify ou Apple Podcast pour écouter du contenu en accéléré. L'avantage de YouTube Premium, c'est que la plupart des podcasts sont sur YouTube et il y a beaucoup de vidéos, toutes les vidéos, je ne sais pas, qui parlent de plein de sujets. Souvent, enfin, ces vidéos-là ne sont pas disponibles en podcast, par exemple sur Apple Podcast ou sur Spotify. Donc c'est pour ça que moi, YouTube, j'aime bien. Et en fait, j'utilise YouTube comme une source d'information et pas une source de divertissement. Alors, bien sûr, de temps en temps, je regarde quelques vidéos de divertissement, mais la plupart du temps, j'essaie de trouver des vidéos informatives que je vais mettre à la salle de sport, que je vais mettre quand je vais faire mon trajet le matin. Alors, on en reparlera, mais le matin, j'essaie d'éviter d'avoir mon téléphone jusqu'à 10-11 heures parce que c'est bien de commencer la journée avec vraiment ses propres pensées et de ne pas se faire polluer directement par des pensées extérieures qui sont des actualités, des infos, des machins ou des vidéos que j'ai pas, qui ne sont pas de moi. Donc, c'est pour ça que le matin, j'essaie de ne pas avoir trop mon téléphone, mais de manière générale, j'essaie de consommer du contenu qui soit informatif. Alors oui, quand on est en train d'écouter du x2 et qu'on marche, etc., on ne retient pas tout, mais le fait de faire ça tout le temps, je pense que ça augmente mon niveau de connaissance moyen sur le monde, ça m'augmente aussi mon niveau de réflexion parce que j'essaie d'écouter justement du contenu qui me permet de réfléchir, qui me permet d'avoir de nouvelles idées et après c'est de cette façon là que je peux aussi vous en parler sur ce podcast là. Donc c'est aussi une bonne façon pour moi de me mettre en application, d'essayer de vous partager des idées que j'ai un petit peu processées. Donc on en a parlé dans le podcast d'avant, je pense que c'est hyper important d'avoir la liberté vraiment de penser, d'avoir un esprit critique. Donc il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit pour acquis, mais
de consommer beaucoup de contenu qui ne soit pas simplement de l'information, qui ne soit pas simplement du divertissement, de contenu qui peut être éducatif, du contenu qui peut avoir de la valeur ajoutée et d'essayer de le processer dans son propre système de pensée. Voilà. Et quand vous faites ça, en fait, on se développe un esprit critique, on se développe son propre système et je trouve ça hyper intéressant. Et donc moi, le fait de consommer du contenu en x2, dans une optique de vouloir rentabiliser son temps, dans une optique d'avoir une bonne rentabilité et une bonne productivité, il ne faut pas tomber non plus là-dedans en permanence. On en reparlera juste après, mais j'essaie bien sûr, il y a des moments où je suis en train de regarder des vidéos divertissantes, il y a des moments où je regarde des séries. Le but, c'est pas d'être une machine non plus et de n'avoir aucun moment de plaisir et aucun moment dans lequel on se pose un peu. C'est important, mais de manière générale, on en reparlera, cette règle du 20-80, j'essaie d'avoir 80% de mon temps. Alors, parce que la règle du 20-80, normalement, c'est 20% des actions vont donner 80% des résultats. Mais moi, je l'ai un petit peu adapté à ma sauce. Et c'est par exemple dans le 80-20, c'est-à-dire que 80% du temps, je fais les bonnes choses et dans 20% du temps, j'ai le droit de faire des choses qui sont moins productives. Donc par exemple, 80% des soirs, je vais à la salle de sport et 20%, je n'y vais pas ou je fais autre chose. Voilà. Mais donc en fait, par semaine, c'est un seul jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi j'ai adapté cette règle du 20-80 en 2 fois. Première règle, bien sûr, 20% des résultats vont donner 80% 20% des actions vont donner 80% des résultats. Ça c'est connu. Mais également, 80% du temps, on fait ce qu'il faut faire et dans 20% du temps, on a le droit d'en profiter. Et en fait, quand vous faites ça, c'est comme la bouffe. Moi, quand je mange, 80% du temps, je mange les choses classiques qui sont dans ma diète, de manger mes œufs, du riz, des légumes, des soupes, des bonnes choses. Et 20% du temps, j'ai le droit de manger des choses qui sont moins bien. Donc c'est une fois par semaine, quelques repas dans la semaine ou quelques petites choses. Mais de manière générale, je mange bien. Et c'est pour ça que quand je suis à l'hôpital, moi, je vais manger le matin, je jeûne jusqu'à midi et demi. Et je n'ai le droit de casser cette règle que très rarement. Donc de temps en temps, le samedi, des fois quand on fait les samedis matins ou les gardes, bon, il y a quelqu'un qui va amener des croissants, de temps en temps j'ai le droit d'en manger, mais la plupart du temps, on est en semaine, le mardi, il y a quelqu'un qui va proposer des croissants. Mais pour moi en fait c'est pas, je suis pas dans le 20-80 là, donc si c'est le samedi exceptionnellement de temps en temps, mais je vais pas faire en semaine, dans mon quotidien classique, je vais pas casser mon quotidien juste pour le plaisir, vous voyez, donc je mets plus d'importance à ma routine et à ce 80-20 plutôt que le plaisir instantané. Voilà, donc on s'est un petit peu égaré, mais je voulais vous parler de ça, de écouter du contenu en x2. Moi, ça me permet de consommer beaucoup plus de contenu et voilà. Et donc, ce qui peut être utile, on a dit podcast. Il peut être utile également vidéo YouTube informative, justement encore plus si vous avez YouTube Premium. Je ne suis pas là à faire la pub, je m'en fous. Bien sûr que c'est un peu pénible de faire la pub pour YouTube Premium, mais il est vrai que sur YouTube, il y a énormément de contenu. Et là, par exemple, actuellement, je suis en train de m'informer et d'essayer de devenir une brute, d'essayer de prendre le plus de niveaux possible en IA et surtout en IA personnalisé de type custom LLM. J'en ai déjà parlé, que j'ai un projet en ce moment d'essayer de monter une application d'IA adaptée aux études pour la 6e année dans un premier temps et on verra ensuite pour les autres études. C'est mon projet d'avenir, mais on va y aller étape par étape. Et en fait, pour ça, je suis obligé de consommer du contenu. Du coup, je me mets plein de vidéos sur ce format-là. Alors, évidemment, j'en ai déjà parlé, il faut savoir parler anglais, c'est indispensable. Donc, dès maintenant, consommez s'il vous plaît du contenu en anglais parce que c'est le seul moyen d'avoir du contenu diversifié. Parce qu'en français, il y a du contenu en français, mais il n'y en a pas autant qu'en anglais. Et donc, quand vous voulez des petits trucs spécifiques et quand vous voulez beaucoup de contenu sur un seul sujet, vous verrez que la plupart du temps, c'est en anglais. Voilà, donc ça. Et également, il peut y avoir les livres audio. Il y a l'application Audible qui est connue, qui vous permet d'avoir des livres qui soient hyper intéressants et que vous avez au format audio. Donc, ça vous permet de lire des livres dans la voiture. Alors, dans la voiture, il ne faut pas trop mettre les écouteurs, mais vous pouvez mettre les haut-parleurs, vous pouvez mettre quand vous marchez, quand vous courez, etc. etc. Donc, vraiment, moi, ça a transformé un petit peu ma façon de consommer du contenu et je me suis presque interdit. En fait, c'est même pas que je me suis interdit, mais je ne consomme plus ou j'ai quasiment jamais consommé du contenu au format court parce que je me rends compte que, en fait, quand on consomme du contenu au format court, on ne fait rien à la place ou en même temps. Et du coup, vu que ce contenu-là nous apporte peu d'informations, ça nous crame littéralement du temps. C'est-à-dire que si je passe 20 minutes sur Instagram ou sur TikTok, c'est 20 minutes perdues. Alors, de temps en temps, passer 5-10 minutes parce qu'on attend quelqu'un ou on a un petit moment creux, on peut. Mais le problème, c'est que vu que ces contenus-là sont un petit peu addictifs, même très addictifs, c'est du temps souvent perdu. Voilà. Donc, souvent, moi, j'essaie de consommer du contenu quand je fais des choses utiles. Donc, si j'ai un petit peu de temps à tuer chez moi, je vais faire un peu de ménage et je vais faire à manger, je vais préparer à manger, je vais faire du sport. Et pendant ce temps-là, je consomme du contenu de qualité. Et en fait, pour moi, des fois, j'ai l'impression qu'Internet est une formidable création. Et c'en est une, parce que ça a vraiment transformé le monde dans lequel on vit. Mais il y en a pour qui
j'ai l'impression que ça n'a pas donné les mêmes effets. Parce qu'il y en a qui vont, je sais pas, je vais donner un exemple tout bête, mais il y en a qui vont passer leur vie sur les jeux vidéo. Et en fait, ils passent aussi, ils ont cramé tout leur argent dans les casinos en ligne. Et voilà. Et en fait, pour eux, Internet n'est pas une vraie révolution. Au contraire, c'est quelque chose qui les a détruits. Mais pour ça, il faut que vous appreniez à utiliser Internet de la bonne façon. Et donc, sans s'égarer de ce point numéro 3, consommer du contenu en x2. Lorsque vous consommez du contenu à haute valeur ajoutée, qu'il soit des podcasts, que ce soit des vidéos YouTube informatives sur un sujet, sur une niche spécifique qui vous intéresse. Et c'est ça que je vous encourage à faire, c'est chercher des niches, des éléments qui vous plaisent, qui vous intéressent et de creuser ce sujet-là. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et moi, à ce moment, c'est l'IA, mais je sais pas, ça peut être l'histoire, ça peut être la géographie vous êtes passionné du Mexique, vous êtes passionné. Moi, il y a un moment, j'écoutais beaucoup. Je peux vous conseiller énormément la chaîne Arte, YouTube sur Arte, la chaîne, pardon, on refait, la chaîne YouTube de Arte. Il y a plein de contenus. Et moi, j'aimais bien, je ne sais pas pourquoi, alors je crois que ça plaît à beaucoup de monde, mais un petit peu l'histoire de la drogue, les narcotrafiquants, etc. Ça me plaisait. Et du coup, il y avait, je sais pas, 3 ou 4 épisodes de 1 heure ou 1h30. Je me suis regardé les reportages parce que ça me plaisait. Voilà, c'est des sujets qui sont un petit peu atypiques, qui ne sont pas directement corrélés à la réussite de créer un business ou bien de réussir ses études, mais ça fait du bien de consommer aussi du contenu. Et c'est pas du contenu divertissant, c'est du contenu de culture et voilà, et je trouve que c'est intéressant de consommer ce genre de contenu. Voilà. Et quand vous faites du x2, ben, en fait, quand vous voyez une vidéo qui fait 1h30, on n'a plus la même approche. On n'a pas la même approche et donc ça permet un petit peu de démystifier et surtout de consommer pas mal de choses. Voilà. Ok. Donc ensuite, quatrième point, pardon, sur les meilleures astuces de révision. Alors, vous avez vu que ce n'est pas toujours exactement lié aux révisions, mais voilà, c'est un petit peu dans le quotidien que j'ai en tant qu'étudiant. Alors oui, quand je suis interne, je suis plus exactement étudiant, mais ça s'en rapproche. Tant que je ne suis pas médecin thésé, j'ai encore l'impression d'être un peu étudiant. Et voilà. Donc quatrième chose, je voulais vous faire un petit point parce que j'en ai déjà parlé du coup sur quelques vidéos short, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Dans la vidéo d'avant, j'ai dit pourquoi je n'étais jamais allé en cours, pourquoi, mais aussi, alors je ne sais pas si c'est une chance ou pas, moi je pense que ça a participé à ma réussite, mais je suis allé à partir de la 5e année, enfin du milieu de la 5e année, je suis quasiment plus allé en stage. Donc j'aimerais un petit peu vous parler de cette anecdote et de vous parler un petit peu pourquoi c'était comme ça. Donc hop, je vais me prendre une petite gorgée juste avant de repartir. Voilà, donc en termes de stage, comment ça se passe pour ceux déjà qui sont intéressés? Déjà, on fait la première année de médecine, très bien, on passe en deuxième année. En deuxième année, on a quelques stages, mais je crois que c'est le mercredi, juste une demi-journée, donc c'est vraiment très peu. Ensuite, à partir de la troisième année, nous, c'était 3 matinées par semaine, donc lundi, mardi, mercredi, le matin. Et ensuite, à partir de la 4e année, on est externe. Et donc là, on a stage. Nous, alors je sais que maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était tous les matins, du lundi au vendredi, tous les matins. Et maintenant, je crois que c'est genre 2 mois de stage, 1 mois de cours, ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà. En 4e année, on passe aux urgences, on passe en cardio, on passe dans des stages qui sont prenants. On ne peut pas trop y échapper. Okay, mais à partir de la 5e année, on a des stages qui sont beaucoup plus tranquilles, des stages qui peuvent nous permettre de ne pas y aller. Donc moi, à partir du moment où j'allais en stage de chirurgie, j'avais choisi une fois chirurgie plastique et après en 6e année, j'avais pris chirurgie plastique, j'avais repris chirurgie plastique et après j'avais pris chirurgie de la main. Et nous en 6e année, c'était des stages de 6 mois. Donc en fait, si on avait un stage qui nous permettait de ne pas y aller, en fait, on pouvait quasiment ne pas y aller pendant 6 mois. Et là, j'ai un collègue en radio qui m'a dit qu'à Paris, les externes en radio n'allaient quasiment jamais en stage. Alors, on va voir un petit peu le pourquoi et le comment, mais moi je me suis rendu compte que malheureusement, au concours, on nous demandait des connaissances très spécifiques pour l'internat. Et en fait, le stage était un petit peu décorrélé des connaissances qu'on nous demandait pour l'internat. Pour l'internat, c'était des cas cliniques vraiment très universitaires sur ce qu'il y avait dans les bouquins et ça ne correspondait pas toujours à la réalité du stage, malheureusement. Et alors oui, ce qui est cool, c'est que tous les apprentissages, on en reparlera juste après, mais tout ce que j'ai appris pour le CN, maintenant qui est le DN, bah, ça me permet de connaître les pathologies et j'ai pas tout oublié, bien évidemment, ça me sert au quotidien, mais c'est pas toujours corrélé à ce qu'on fait dans la pratique clinique. Et je sais qu'ils ont essayé de réformer un petit peu le concours par rapport à ça en mettant en place notamment les écosses, etc., etc. Mais il en reste que l'EDN, par exemple, le concours actuellement de l'EDN, je ne suis pas sûr qu'aller en stage, ça nous serve énormément. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu l'opportunité en fin de 5e année et toute ma 6e année, de ne pas aller en stage et de pouvoir énormément bachoter mes cours. Et ça m'a permis en fait d'être bon pour le concours. Je suis d'accord, et il y en a plein de monde qui m'a dit ça, ça ne veut pas dire que ça fait de moi un bon médecin, parce que ça, on en verra. En fait, c'est à partir du moment où vous allez devenir interne,
de quelle façon vous allez vous intéresser aux patients, de quelle façon vous allez vous investir dans votre stage, avec les correspondants, avec tout. Donc ça n'a rien à voir. Mais même en fait, même si vous êtes bon à l'ECN, même si vous êtes bon à l'EDN, même si vous êtes bon en clinique, ça ne veut pas dire que vous allez être un bon médecin ou pas. Ça va dépendre juste de vous, de l'investissement que vous avez. Donc moi, j'avais compris que ce qu'il fallait juste, c'était être bon à ce concours-là. Et le concours, il avait les règles qu'il avait. Et pour être bon, il fallait juste passer du temps sur ses livres. Il fallait passer du temps sur CIDES à faire des dossiers. Il fallait passer du temps dans les bouquins de cours, dans les bouquins de dossiers, à faire des questions isolées, à faire de la LCA. Des choses qu'on ne nous apprend pas en stage. Et en fait, il y a tellement de cours. Là, j'ai les collèges juste devant moi. Il y a je sais pas, il y a 30-35 collèges, il y a plus de 10 000 pages à connaître, il y a tellement de cours, il y a tellement de connaissances, il y a tellement d'entraînement à faire que si vous voulez vraiment avoir un bon niveau et creuser l'écart, parce qu'on le sait très bien que les résultats au concours, entre le 5 millième et le 2 millième, il n'y a que quelques points, même pas quelques petits points, c'est 0,2, 0,3. Et donc ça se joue dans un mouchoir de poche. Et en fait, si vous voulez vraiment creuser l'écart, il faut dans le top 1000, voire top 500. Ceux du top 500, ils ont quasiment 2 points d'écart avec le reste, du coup, eux, ils sont tranquilles. Et en fait, si vous voulez faire partie de ces gens-là, malheureusement, il faut passer du temps à creuser l'écart en faisant énormément de dossiers, en prenant le plus de data possible, en prenant le plus de feedback, en connaissant ses cours par cœur, en connaissant tout ce qu'on va vous demander, toutes les complications spécifiques. Tout doit être appris. En fait, pour faire ça, il faut passer énormément de temps sur les cours. Ça prend tellement de temps. Et en fait, voilà, même sur 2 ans, 2 ans c'est pareil long, mais si vous passez la moitié de votre temps en stage ou 3/4 de votre temps en stage à faire les allers-retours en voiture et en rentrant chez vous en étant fatigué, vous n'allez jamais vous en sortir. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de me dire, ok, c'est les règles du jeu, c'est pas très marrant de passer sa journée à la BU, mais en fait je m'étais fait une raison et je me suis dit voilà, c'est comme ça que je vais faire. Et après, une fois que je serai interne, je passerai mon temps à l'hôpital et j'apprendrai mon métier, je deviendrai un bon médecin, j'irai voir les patients, etc., etc. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et voilà, et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, il y a des gens qui vont critiquer, qui vont trouver que c'est nul, etc., etc. Mais malheureusement, le système il est fait comme ça. Et maintenant il y a les Écosses, mais en fait avec les Écosses, vu que vous allez faire 1 an de stage de super externe en 6e année, vous allez passer 1 an en stage et vous allez pouvoir en voir des patients, apprendre des choses, donc il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez passer 4e, 5e année à essayer d'aller le moins possible en stage pour passer du temps sur vos bouquins. Alors il y en a qui vont adorer aller en stage parce qu'ils vont apprendre, etc., etc. Ils vont découvrir les stages, les spécialités et c'est cool. Mais je pense qu'il faut aussi passer du temps sur les bouquins. Et moi, si j'ai pu aussi faire autant de QCM, faire autant de tours de programme, c'est parce que j'ai passé du temps en stage. J'ai passé du temps à la bibliothèque justement. C'est pas toujours comment dire, c'est pas toujours l'histoire qu'on a envie de raconter, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà. Donc après, il y a des méthodes. Chaque méthode est différente et moi je connais des potes qui sont allés tout le temps en stage, qui sont allés énormément en cours et qui ont passé moins de temps que moi à la bibliothèque, qui ont passé beaucoup plus de temps à bosser vraiment leurs cours, enfin à bosser pardon, en apprentissage avec les patients, etc., etc. et qui ont mieux fini. Et tant mieux pour eux en fait. Mais ça va dépendre de chacun. Comment vous le sentez? Moi je sentais que c'était comme ça que je devais bosser. C'est que j'avais besoin de passer du temps sur mes cours, j'avais besoin de passer du temps tout seul à bosser, à avoir de la compréhension, à faire des recherches en plus sur Google, à faire des recherches sur YouTube, etc., etc. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Et voilà, tout simplement. Donc c'était un petit peu pour éclaircir ça, pour vous dire aussi que c'est pas parce que moi j'ai fait comme ça que c'est le mieux. Moi c'était mon propre avis. À vous de développer votre propre avis aussi. Il ne faut pas prendre pour vérité tout ce que je dis et tout ce que les autres vont dire. Il faut que vous ayez votre propre vision. Et voilà, moi en première année c'était pareil. Et en première année il n'y avait pas de stage, bien sûr, au concours de la première année. Hein. Il n'y avait pas de stage, évidemment. Mais il y en a qui adoraient aller en cours et qui allaient en cours tous les jours et qui ont très bien fini et qui ont mieux fini que moi. Et moi je suis jamais allé en cours parce que j'avais besoin de passer du temps à la BU. Quand j'ai écouté le prof, j'avais l'impression de perdre du temps. Et voilà, c'était mon propre fonctionnement. Il y en a pour qui ne pas aller en stage, ne pas aller en cours, ça va plus les décorréler de l'examen et ils vont déprimer. Voilà, peut-être. Ben moi, c'était pas comme ça. Moi, au contraire, j'étais à la BU, j'étais bien, je faisais mes trucs, j'étais dans mon rythme. Tous les matins, je me mettais ma petite vidéo de motivation, je mettais mes pomodoro. Voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Et donc, peu importe, il faut que vous respectiez ce que les gens font. Et il faut surtout trouver le système qui vous correspond à vous et ne pas avoir peur d'essayer, de voir un petit peu. Et voilà, tout simplement. Ok, donc ça c'était le point numéro 4. Pourquoi je ne suis jamais allé en stage? Alors, juste pour vous dire, petite anecdote en plus, du coup, en gros, quand j'étais en 5e année, je m'étais dit que j'avais du mal un petit peu avec les stages de médecine classique. Alors c'est pour ça aussi que j'ai choisi radio, mais j'avais un problème avec les stages où on faisait les visites, etc., Ça me saoulait un peu. Il y en a qui, enfin, je pense qu'il n'y a personne qui est passionné par les visites, mais moi, ça me
C'était vraiment le truc qui me saoulait. Et donc, quand je suis passé en shear, j'ai eu un peu ce côté où les shears étaient un peu plus détachés, etc. Et c'était moins dans prise de tête que les stages de médecine classique, disons-nous. Et en fait, c'est là où j'ai eu un peu cette révélation où je me dis, pétard, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment shear que je voulais, mais c'était plus la mentalité que j'avais retrouvée en shear qui me plaisait. Et en fait, je me suis dit, j'ai trouvé un PU qui était tellement gentil, qui m'a considéré en tant qu'externe, etc. Et ça nous a fait tellement du bien, ça m'a fait tellement du bien que c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire shear plastique. Et en fait, du coup, il me permettait d'aller en stage que quand je voulais. Je pouvais aller au bloc de temps en temps pour retrouver un petit peu ce côté justement le côté de la médecine. Parce que oui, si vous êtes totalement décorrélé et que, en gros, moi, quand j'étais en 6e année, j'étais à la BU toute la journée et je regardais Grey's Anatomy le soir, enfin, c'est pas ça faire médecine. Je suis d'accord. Et maintenant que je suis interne, je me rends compte que c'est plus ça, faire de la médecine. Mais j'allais quand même de temps en temps en stage pour retoucher un petit peu, revoir les blocs opératoires, m'accrocher quand même et pas être totalement décorrélé, c'était important. Donc j'ai dit que j'allais jamais en stage, mais j'y allais quand même de temps en temps, bien sûr, parce que sinon on a l'impression, alors moi en plus je bossais à la BU, mais imaginons si tu bosses chez toi, j'aurais très bien pu bosser totalement autre chose et on ne s'en serait pas rendu compte. Donc ce que je veux dire c'est que j'étais décorrélé, mais j'avais quand même un petit point d'accroche de temps en temps parce que ça faisait du bien aussi de se rappeler de la spécialité, de se rappeler pourquoi on faisait tout ça. Et voilà. Ok. Donc, point numéro 4 fait. Maintenant, on va voir les 4 points, justement, comment faire partie un petit peu du top 5%. Donc, le premier point, j'en ai déjà parlé plein de fois dans ces vidéos, c'est important d'avoir une bonne qualité de sommeil parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un collègue là qui a une licence de remplacement et qui fait beaucoup de nuits parce qu'on sait que les nuits c'est ce qui est le mieux payé. Les nuits c'est le mieux payé parce que en fait au lieu d'être payé, je sais pas, 50 € de l'heure en journée, la nuit c'est comme ça, c'est le double. D'accord. Donc en fait ça donne envie quand je sais pas, on va faire du minuit 8 heures et qu'on va être beaucoup mieux payé. Mais en fait, la vérité, c'est que le sommeil, pour moi, ça a presque pas de prix, ça n'a pas de valeur, tellement c'est important. Et en fait, le fait de faire des nuits, le fait de se défoncer la santé juste pour gagner un peu plus d'argent, pour moi, c'est pas rentable. Et bon, là, c'est un collègue qui fait des remplacements, mais si vous êtes étudiant et que vous pensez que vous allez cramer 2 heures de sommeil pour travailler 2 heures de plus, c'est un calcul qui est faux. Donc c'est important de vraiment considérer de manière importante son sommeil pour pouvoir avoir un niveau de motivation qui reste constant, stable et dans un quotidien qui vous plaît. Donc ça c'est, enfin qui vous plaît, dans un quotidien dans lequel vous sentez bien, vous sentez vraiment en pleine possession de vos moyens. Et donc vraiment le sommeil c'est hyper important. Donc en gros comment avoir un sommeil de qualité? On va essayer de reprendre les différents points qui pour moi ont la règle du 20-80. Je vais vous donner en 3 minutes les points qui pour moi me permettent d'avoir le meilleur sommeil de qualité sans me prendre la tête. Donc premier élément, déjà, il faut... Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de changer mes draps au moins minimum toutes les 2 semaines, si je peux toutes les semaines. Donc déjà avoir des draps de qualité, des draps qui sont frais, de ne pas dormir dans un endroit crasseux, dans un endroit qui soit frais, c'est bien. Ça, c'est la base, c'est important. Deuxième élément, de dormir dans le noir. Enfin, j'aurais dû mettre ça en premier. De dormir dans le noir, c'est indispensable. Si vous dormez dans un endroit où il y a un peu de lumière, etc., le matin, vous allez être réveillé plus tôt. C'est pas, il y en a qui vont vous dire, oui, mais moi j'aime bien dormir avec une veilleuse. Enfin, vraiment, on n'a plus 3 ans. Le cerveau, il a besoin de dormir dans le noir pour être le plus reposé possible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, dans mon ancien appartement, c'était des volets vraiment qui étaient très occlusifs, donc j'avais pas besoin d'acheter de rideaux. Dans ce nouvel appartement que j'ai, en fait, les rideaux sont pas totalement occlusifs. Donc j'ai acheté des rideaux occultants à 35 € sur Amazon et ça suffit largement. Voilà, donc rideaux occultants. Ensuite, maintenant qu'on est dans le noir, qu'on est dans le frais, ah oui, et quand je dis dans le frais, pareil, il ne faut pas mettre de chauffage, il faut vraiment dormir à 18-19 degrés. Alors ça paraît froid, mais moi l'hiver, je chauffe jamais ma chambre. La journée, j'aère, j'arrive le soir, il fait frais dans la chambre, mais on est sous la couette, on est bien et on dort correctement. Le corps, il a besoin d'avoir une température qui soit basse pendant le sommeil, de baisser son niveau, enfin sa température centrale de quelques degrés pour dormir correctement, donc c'est important. Et vous verrez que vous ne dormez pas très bien quand il fait hyper chaud. Ok. Donc dans une chambre qui est fraîche, que ce soit avec des draps frais, mais également dans le frais, d'être dans le noir, et également dans le silence. Moi, personnellement, ça fait maintenant quasiment 5 ans que je dors tous les soirs avec des boules caisses, donc c'est pas un problème. Alors oui, il y en a qui vont moins bien supporter, etc., mais trouver un moyen d'être dans un endroit qui soit calme. C'est sûr que si que vous entendez la route à côté, que tout est ouvert, etc., vous n'allez jamais vous en sortir. Ok. Donc c'est important d'être dans un endroit qui soit calme.
Voilà, donc un endroit qui soit calme, un endroit qui soit frais, un endroit qui soit noir, et ensuite d'avoir vraiment 8 heures de sommeil effectif, donc quasiment 9 heures dans le lit. Donc moi voilà, je suis couché à 23 heures et je me réveille aux alentours de 8 heures, 8h30. Alors en ce moment j'ai la chance parce que j'ai un stage qui commence des fois vers 9 heures et moi je me mets 20 minutes pour aller à l'hôpital. Entre le moment où je me lève et je suis à l'hôpital, c'est 20 minutes, donc ça me permet de me lever vers 8 heures, 8h30. Mais si vous devez vous lever malheureusement à 6h30, mais couchez-vous plus tôt. Je sais que c'est pénible de se coucher à 22 heures, mais en fait, c'est comme ça. Voilà. Et si vous perdez trop de temps le matin dans les bouchons, si vous perdez trop de temps le matin à, je sais pas, à préparer à manger, à faire je sais pas quoi, alors par expérience, les filles mettent un peu plus de temps que les garçons le matin. C'est pas, c'est un fait, c'est comme ça. Mais ça, c'est comment dire, je ne vais pas dire que c'est malheureux, mais c'est du temps qui est parfois incompressible. Il faut faire avec. Et donc, il ne faut pas hésiter à se coucher un peu plus tôt. Et le fait de se coucher plus tôt, ça paraît, je ne vais pas dire has-been, mais on a l'impression qu'on est un vieux papy qui se couche à 22 heures. Mais en fait, si vous voulez rester en forme sur le long terme, ben, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Ok. Voilà, donc première chose, avoir un sommeil de qualité. Deuxième chose, moi ce que je fais, alors j'ai donné un petit nom justement pour trouver ça un peu plus marrant pour moi, je fais ce qu'on appelle un protocole, je vais dire protocole Green Life. Je l'ai appelé comme ça par principe, mais j'essaie de mettre en place un protocole qui regroupe un petit peu toutes les actions, pareil, règle du 20-80, qui font que je vais être dans le top 5% des gens en bonne santé. Donc déjà, ce que je fais, c'est qu'on a dit sommeil de qualité, 8 heures de sommeil minimum. Tous les jours, il faut que j'ai. Dès que je suis à moins de 8 heures, je marque la dette de sommeil que j'ai. Donc si j'ai dormi 7h30, j'ai une demi-heure de dette. Si je dors 8h30, je récupère 30 minutes. Ok. Donc tout ce qui est. Et je n'ai pas le droit, je ne peux pas accumuler du sommeil d'avance. C'est-à-dire que si je suis à 0, si je fais moins de 8 heures, je suis à moins 10, et si je fais 20 minutes, ou si je dors une heure de plus, je suis juste à 0. D'accord. Donc je ne peux pas accumuler, je ne suis pas à plus 10 heures, je suis à 0, et dès que j'ai de la dette, voilà, donc ça m'oblige à toujours être à 8 heures de sommeil. Donc ça, c'est la première étape, 8 heures de sommeil. Deuxième étape, on a dit aller à la salle de sport au moins 3-4 fois par semaine, donc faire du sport régulièrement, ça fait partie du protocole. Il faut que je fasse au moins en fait c'est tous les 2 jours minimum, la plupart du temps c'est quasiment tous les jours, mais minimum une fois tous les 2 jours, si vous devez vous donner un minimum, au moins ça vous permet d'avoir une série qui vous fait que si vous n'avez pas fait de sport la veille, vous devez en faire aujourd'hui, obligatoirement. Ok. Donc soit vous faites 2 jours d'affilée, soit vous faites un jour non, un jour oui, un jour non, un jour oui. Ça peut être de la course à pied, ça peut être de la salle de sport, peu importe, mais il faut que vous fassiez du sport quasiment un jour sur 2, c'est indispensable. Parce que le corps il a besoin de bouger, on passe tout notre temps sur une chaise parce qu'on est étudiant, et donc c'est important de bouger, c'est vraiment indispensable. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape du plan, faire attention à son alimentation. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est des choses basiques, mais c'est des choses à respecter. Moi, personnellement, je vous ai dit, à tous les repas, je mange une source de féculents qui peut être du riz, des pâtes complètes, des choses comme ça, mais la plupart du temps, moi, je mange du riz parce que c'est le plus simple, mais voilà, peu importe. Ensuite, j'ai toujours des légumes, j'essaie toujours d'avoir des légumes. Ça peut être de la salade, c'est le plus simple à manger, pareil. Si vous voulez un truc qui soit hyper simple, moi, je mange maintenant, c'est souvent œufs, je mange des œufs en brouillade, plus du riz, plus de la salade. Voilà, point barre. Mais donc, toujours une source de féculents, une source de légumes, d'accord, salade, courgettes, soupe, peu importe, et après, une source de protéines. Alors, il y en a qui vont prendre, qui sont plutôt végétariens, qui vont prendre les protéines avec des lentilles, etc. etc. Moi, maintenant, je l'ai dit que j'essaie de manger, je ne suis pas végétarien, mais j'essaie de manger le moins de viande possible, parce que je trouve qu'au quotidien, c'est bien d'essayer de limiter son impact avec la viande. Voilà, moi je mange plutôt des œufs bio, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée au quotidien. Après, je ne suis pas particulièrement végétarien, donc de temps en temps, si je suis au restaurant, je suis avec ma famille, etc., je ne vais pas dire oh, il y a une pirade, je mange rien, je vais le manger, mais quand je suis dans mon quotidien, j'essaie de faire attention, et c'est pareil, c'est cette règle du 80-20. Dans 80% du temps, je ne vais pas manger de viande, je vais essayer de faire attention à mon impact, et après, de temps en temps, je peux m'en autoriser, et voilà. Ok. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Pareil, aux 4 heures, j'essaie de manger du skyr, j'essaie de manger des choses qui soient protéinées, qui soient bonnes. Du pain complet, du skyr, voilà, c'est déjà pas mal, sans se prendre la tête. Okay. Ensuite, quatrième étape du plan, la peau. Je sais que ça peut paraître un petit peu... c'est pas que les meufs qui font attention à leur peau. Je fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que, quand je dis n'importe quoi, je suis pas là à passer 1h30 par jour à mettre 50 crèmes. C'est pareil, ça dure 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, même pas. Ça me permet d'avoir une peau en bonne santé. Donc juste ce que je fais, pour ceux que ça intéresse, le matin, je mets... en fait, ce qui est important, c'est juste le matin, de mettre de la crème hydratante, juste crème hydratante classique, crème hydratante plus crème solaire. Déjà, si vous faites crème solaire tous les jours de votre vie, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir la peau ridée, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir de cancer de la peau, etc., etc. Donc si vous faites ça toute votre vie, franchement, vous êtes déjà au-dessus de 95% des gens, et vous avez vu, ça met 2 minutes. Je mets crème hydratante, crème solaire et basta. Okay. Et deuxième chose, le soir, juste
pardon, laver son visage avec un sérum, enfin laver son visage, moi c'est sous la douche, je lave le visage avec quelque chose de spécial pour la peau, ok. Plus ensuite il faut se sécher le visage, la tête, enfin voilà, le visage avec une serviette spéciale. Donc moi j'ai toujours deux serviettes, une serviette pour le corps, une serviette pour le visage. Donc on se lave sous la douche la peau avec un savon spécial, d'accord. Moi ça coûte 10 € en pharmacie, ça coûte rien. Donc savon spécial plus sécher la peau avec ça. Ça évite de sécher la peau avec là où on s'est séché les aisselles ou je ne sais quoi. Donc au moins on a une serviette propre que pour le visage. Et après, juste avant de me coucher, juste je mets de la crème hydratante. Point barre. Juste en faisant ça, vous avez vu, le matin c'est crème hydratante, crème solaire, 2 minutes. Le soir, juste sous la douche, mettre le truc et se sécher la tête avec une autre serviette et mettre de la crème hydratante, basta. 5 minutes aussi, et ça me permet d'être au-dessus de 95% des gens et donc du coup d'avoir une peau en bonne santé. Voilà, donc ça c'est la quatrième étape du plan, pardon. Et cinquième étape, c'est complément alimentaire. Enfin non, il y a 6 étapes on va dire. Cinquième étape, complément alimentaire. Donc pareil, je ne prends pas non plus 50 pilules, je ne suis pas là à faire comme le mec Brian Johnson à prendre 100 pilules, mais j'ai oméga 3 qui me permet d'avoir du coup des bons oméga pour les artères, vitamine C, collagène et minéraux. Voilà, donc ça c'est l'essentiel, ça me permet d'être d'avoir tous les compléments parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de carences, surtout de carences en vitamine D, carences en vitamines complètes parce que c'est difficile d'avoir plein de vitamines dans son alimentation. Déjà que la plupart des gens ne mangent pas assez de légumes, pas assez de fruits, donc ils ont du mal à avoir les minéraux, les vitamines. Alors en plus, si vous ne prenez pas de compléments, si vous devez retenir une seule chose que je peux vous conseiller, c'est vitamine D et collagène. Le collagène, c'est pareil, c'est pas des résultats qui vont être immédiats, mais ça permet d'avoir une peau qui a une bonne élasticité, ça permet d'avoir des tendons qui sont en bonne santé, etc. etc. Voilà. Donc moi, je prends énormément, je crois que je prends 2-3 grammes de collagène, c'est déjà ça. Donc 2-3 grammes de collagène, mon taux de vitamine D, je crois que je suis à 3000 unités ou 4000 unités par jour. Et voilà. Donc ça, c'est ça. Et la dernière étape, essayer de prendre un petit peu le soleil et de bouger un peu tous les jours. Voilà. De bouger un peu tous les jours. Donc bouger, prendre un peu le soleil avec la crème solaire bien sûr. Et voilà. Et quand vous faites ça, quand vous mettez ça en place, déjà vous êtes au-dessus de 95% des gens. Ah oui, et j'ai oublié dans ce protocole-là, bien sûr, protocole Blueprint, pas Blueprint, ceux qui sont intéressés. Donc Blueprint, c'est le protocole connu de Brian Johnson. Je ne suis pas dans cet extrême-là, bien sûr. Je suis moi dans le protocole, mon propre protocole que j'ai appelé protocole Green Life. Le but, c'est d'aller vivre au-delà des 100 ans. Bref, je m'égare un peu, mais bien sûr, pas d'alcool et pas de tabac. Voilà, c'est les deux choses qui vont vous... Alors, évidemment, pas de drogue, ça c'est évident, mais pas d'alcool, pas de tabac. Ça permet, pareil, le tabac, alors là, j'en parle même pas au niveau... Moi, je le vois à l'hôpital, les artères, elles sont massacrées. C'est même pas envisageable. Et l'alcool, c'est... Alors, je ne vais pas dire que j'ai mis du temps à arrêter parce que j'ai arrêté, j'avais 22 ans. Je n'ai pas beaucoup bu, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire. Enfin, non, c'est pas difficile. Mais il y a tellement de monde qui boit que je pense que c'est pas commun. Voilà, c'est pas commun. Mais ceux qui arrivent à le faire, etc., marquez-le en commentaire, je trouve ça intéressant. Il ne faut pas avoir peur ni honte, au contraire. Moi, je suis là à en être fier. J'en parle, mais enfin, je ne vais pas être là à crier sous tous les toits, etc. Et je ne suis pas là, si on me demande est-ce que tu veux boire, je dis non, je prends autre chose, je prends un Perrier. Je ne vais pas dire ah non, je ne bois pas, espèce de bouffon, je m'en fous. Je ne suis pas là à le crier et à le revendiquer, mais juste je ne bois pas. Et si on me pose la question, j'ai aucun problème à le dire. Et au contraire, j'en suis même fier. Voilà, donc je ne suis pas là à le revendiquer, mais si on m'en parle, j'en parle honnêtement. Et je le dis aussi sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo spécifique dédiée sous forme de podcast où j'ai parlé un petit peu de l'alcool. Voilà, ok, donc bien sûr pas d'alcool parce que on sait que pour la santé c'est extrêmement mauvais, j'en ai déjà parlé en termes mentalement mais également physiquement, sur plein d'aspects, on ne va pas redétailler là et je pense que les gens ne sont pas venus pour qu'on parle spécialement d'alcool, mais juste pour vous dire que voilà, pas d'alcool et pas de tabac dans ce protocole Blueprint Green Life, ok, voilà, donc ça c'est mon propre protocole maison. Peut-être que d'ici quelques années, quand je l'aurai un peu perfectionné, je pourrais en parler de manière plus ouverte, enfin je sais pas que c'est fermé là, mais de manière plus spécifique, ok, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de développer un petit peu sur cette chaîne. Là actuellement, on parle avec les étudiants, j'essaie de proposer des méthodologies de travail, de donner des astuces de révision, mais j'aimerais dans un avenir, je ne sais pas quel avenir, mais un petit peu aussi orienter cette chaîne sur la santé, sur tout ça. Et donc c'est pourquoi pas, ce serait l'occasion de parler un petit peu de ce protocole-là. Ok, voilà. Ensuite, troisième point, comment faire partie du top 5%, je me suis marqué, c'était le sujet du mail du jour, apprendre à utiliser l'IA. Je sais que ça va être quelque chose qui va vous... Des fois, il y en a qui vont dire oui, il y a rabâche, ou enfin, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est pas... je sais qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a un peu une hype qui est en train un peu de redescendre, mais quand il y a eu ChatGPT, etc., etc., il y a eu une grosse hype sur l'IA. Moi, je pense que ce n'est pas une hype qui soit simplement passagère, tout simplement parce que il y aura l'hiver de l'IA. Je pense que... Alors, on verra jusqu'à où cette vague d'IA va en ce moment. Il y aura un moment...
une redescente, comme ce qu'il y a eu une redescente, je sais pas, sur les cryptos, etc., etc. Mais je trouve que l'IA, les applications, elles sont concrètes et dès aujourd'hui vraiment intégrées et utiles. C'est-à-dire que il y a une hype bien sûr, mais si vraiment moi j'avais pas ressenti un vrai impact sur ma vie quotidienne, j'en parlerai pas actuellement là, parce que je suis pas là à simplement avoir la moindre truc qui me vient à l'idée et vous en parler. Le but c'est d'avoir des choses auxquelles je crois et de pas vous parler de n'importe quoi. Et je suis convaincu. Alors déjà de un, parce qu'en tant que radiologue, je peux imaginer l'impact que l'IA peut avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais que ça va se développer assez rapidement et que non, on ne va pas être remplacé par l'IA parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement et donc j'en profite, ceux qui sont sur le podcast, non, les radiologues ne vont pas être, alors même si j'en sais rien, ça se trouve dans 10 ans, on aura trouvé des trucs qui vont faire que les radiologues ils seront foutus à la benne, même si j'y pense pas. Il y a toujours une question de probabilité, je pense que la probabilité elle est plus importante, bien sûr, largement plus importante que le radiologue reste en place, mais l'IA va modifier le métier de manière significative. Il va y avoir une préinterprétation par l'IA, il y aura une détection systématique des nodules, une détection systématique des embolies pulmonaires, etc., etc. Ça va être extrêmement fréquent. Ok, voilà. Donc ça, l'IA, en tant que radiologue, moi, j'arrive à en cerner l'intérêt dès aujourd'hui. Pardon. Et en tant qu'étudiant, et même moi là, je vois que j'utilise ChatGPT tous les jours, et je me dis en fait c'est impossible. Et moi c'est ma vision, je vous en parle maintenant, c'est un petit peu ce que j'aimerais mettre en place, ça va être le projet, il va être autour de ça, et le but c'est de développer vraiment une version qui soit aboutie et qui puisse vraiment servir les étudiants. Moi je suis convaincu que du coup que l'IA va améliorer la qualité de travail parce que ça va augmenter la compréhension, ça va augmenter la vitesse à laquelle on va travailler. Et donc moi, ma vision et ce que j'aimerais mettre en place, ce soit un système qui permette d'avoir accès à toutes les connaissances. Par exemple, si vous êtes étudiant pour les externes, si vous êtes externe, d'avoir toutes les connaissances de l'internat, vous pouvez poser n'importe quelle question, il va vous répondre de manière spécifique. Donc comme ça, vous gagnez du temps, vous n'êtes pas obligé de chercher pendant 2 heures sur le collège de gynéco, vous n'en souvenez plus, quel est le traitement de tac, 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 vous mettez et en 2 secondes, vous avez la réponse. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'ai écouté un gars qui parlait de ça, je trouve ça hyper intéressant. Il disait en fait que l'IA, l'avantage, c'est que par exemple par rapport à un professeur que vous pouvez avoir face à vous, l'IA, elle n'est jamais découragée, elle n'est jamais saoulée et elle prend autant de temps qu'il faut pour vous expliquer. Et donc elle peut vous expliquer, elle peut vous faire des entraînements spécifiques sur n'importe quel sujet. Et en fait vous pouvez faire ça à l'infini. Et donc moi ce que j'aimerais bien proposer, c'est dans la première version, elle sera capable de répondre à toutes vos questions. Et j'aimerais mettre en place ensuite une IA qui est capable de créer autant de questions isolées, de dossiers progressifs sur tout ce que vous voulez, sur tous les collèges, sur tous les items. Et comme ça, vous pouvez faire autant de dossiers. Alors je sais qu'il y a CIDES, bien sûr, et ce sera jamais aussi, même si on ne peut pas dire jamais, je pense que dans un premier temps, ce ne sera pas aussi abouti que des questions de PU, mais si vous voulez vraiment approfondir un sujet, faire 50 ou 70 QI sur la polykystose rénale, vous pouvez le faire. Ok, et donc c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez faire encore plein d'angles différents et l'IA n'est jamais fatiguée. Et moi je peux vous le dire parce que j'ai fait des dossiers, j'ai dû créer des questions isolées ou des dossiers pour des écuries, des conférences. Des fois on n'a plus d'idées, voilà, et on choisit la facilité. L'IA, elle ne le fait pas. Elle le fait pas. Et donc ça, je suis convaincu que ça va être une vraie révolution. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'IA, que j'ai envie de proposer ça aux étudiants. Je sens qu'il y a du vrai potentiel en termes de potentiel académique. Je sais que ça va permettre d'améliorer le niveau des étudiants et c'est quelque chose qui peut vraiment servir. Voilà. Mais c'est pareil. De votre côté, il faut que vous mettiez les mains dans le cambouis dans l'IA. Je ne dis pas qu'il faut que vous appreniez à coder l'IA parce que ça, c'est que ceux que ça intéresse vraiment. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas ça qui est intéressant. Mais de un, je vous avais dit des fois de consommer du contenu. Si vous pouvez regarder des reportages Arte ou peu importe sur l'IA, ça peut être intéressant. Et également de l'utiliser. Utilisez ChatGPT. Vous n'êtes pas obligé de prendre GPT-4, mais utilisez-le, posez-lui des questions et n'hésitez pas un petit peu à, au lieu de passer une demi-heure à scroller, de passer une demi-heure à poser des questions, à voir un petit peu de quoi le logiciel est capable. Parce que voilà, c'est qu'en utilisant vraiment qu'on peut se rendre compte du potentiel de l'efficacité et ça vient au fur et à mesure. Et en fait, en utilisant, on voit qu'on arrive à casser un peu des croyances limitantes en ayant des idées. Et je pense que les gens qui sauront utiliser l'IA, demain, ils seront avantagés parce qu'il y a des gens qui ne l'utiliseront pas et qui vont penser que c'est du bullshit et il y en a qui vont l'utiliser et qui vont être beaucoup plus puissants. Et même si l'IA sera de plus en plus accessible et de plus en plus facile, ChatGPT nous l'a montré, même notre grand-mère peut l'utiliser, mais il y aura des gens qui seront capables de l'utiliser bien plus rapidement et plus efficacement que certains. Voilà, donc c'est pour ça que je peux vous encourager à apprendre à utiliser l'IA. Et je pense que quelqu'un qui a envie de faire partie du top 5%, en fait, il est obligé de savoir l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est important. Ok,
Voilà. Et ensuite, dernière étape, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Apprendre à utiliser correctement. Qu'est-ce que j'ai mis? Apprendre. Alors, j'ai mis l'IA. Attendez, excusez-moi, on va regarder sur l'ordi parce que j'ai l'impression que j'ai. Hop, j'ai écrit sur mon téléphone et ça a fait des bêtises. Alors, oui, d'accord. Bon, ben lui, ça y est, l'ordi il est cassé. Qu'est-ce que je voulais mettre? Apprendre à utiliser. Ah oui, si, c'était apprendre à utiliser correctement son ordinateur. Justement, je pense que c'est important. Je vous ai parlé tout à l'heure de notion d'efficacité. Je me rends compte. Alors, peut-être que moi, je suis dans mon monde et que je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que moi, je passe énormément de temps sur mon ordinateur. Là, actuellement, je fais des fiches, j'essaie de créer un logiciel d'IA, je fais une vidéo, je fais une chaîne YouTube, il faut que j'apprenne à faire du montage, il faut que je fasse des documents Word, je fais des conférences, il faut que je crée des dossiers, etc., etc. Et en fait, je suis en permanence en train d'utiliser mon ordinateur. Et j'ai l'impression que tout ce que je produis, j'arrive à le faire parce qu'il y a des gens qui me demandent comment tu fais autant de choses. Alors, il y a des gens qui font beaucoup plus de choses que moi, mais j'arrive à produire beaucoup de choses parce que je vous avais parlé d'input et d'output. L'output qui sort du temps que j'investis sur mon ordinateur, il est multiplié. C'est comme si mon ordinateur, c'était un x20. C'est-à-dire que si je devais faire ça tout à la main, ça me prendrait des mois et des mois. Mais grâce à l'ordi, grâce au fait de savoir manipuler rapidement mon ordinateur, j'utilise l'application Arc, qui est une application comme Google Chrome, mais plus rapide. Arc, ChatGPT, Alfred sur mon Mac, plein de choses qui font que, en fait, en 1 heure, j'arrive à sortir énormément de choses. Et ça, en fait, c'est grâce à une bonne manipulation de l'ordinateur. Et j'arrive à créer et à utiliser tellement efficacement. Alors, il y en a qui sont plus rapides que moi, bien sûr, mais je trouve que j'ai quand même un niveau moyen sur ordinateur. C'est pas pour dire, ouais, je suis une machine, je m'en fous. Juste pour vous dire que je trouve que apprendre à utiliser correctement et rapidement un ordinateur, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Et oui, les téléphones, il y a beaucoup de monde qui est sur son téléphone et on peut créer de plus en plus de choses sur son téléphone. On peut faire des vidéos, faire du montage, etc., etc. Mais la vitesse et la rentabilité que vous allez avoir sur un ordinateur, elle ne sera jamais équivalente. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont me demander c'est quoi le mieux entre un Mac et un ordi. Si vous n'êtes pas trop débrouillard et que vous voulez quelque chose qui soit classique pour prendre quelques petites notes efficacement, mais pas à vitesse grand V, qui vous permet de faire des trucs de base, l'iPad c'est très bien, c'est accessible, c'est bien l'iPad. Mais si vous voulez vraiment aller vite, si vous voulez mettre en place des raccourcis, vous voulez aller à toute vitesse, faire des captures d'écran, moi j'ai ChatGPT d'un côté, j'ai mon écran qui est branché, aller à fond, bah, l'ordi, il n'y a pas mieux. Alors, moi, je sais utiliser rapidement un Mac. Il y en a qui vont être plus rapides sur PC, etc., etc. Mais vraiment, je trouve personnellement, après, donnez-moi un peu votre avis en commentaire, mais je trouve personnellement que savoir manipuler un ordinateur et être efficace et rapide sur un ordinateur, franchement, c'est important. C'est important et il ne faut pas sous-estimer ça. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont réussi à monter des empires, des business avec Internet. Entre Internet, les ordinateurs, on a un empire sous nos mains. Et en fait, je vais prendre un exemple concret. Moi, en radio, bah, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette spé, c'est parce que je savais que j'étais un peu allé sur un ordi et en fait l'essentiel de la spécialité se passait sur l'ordinateur. Donc en fait si je suis capable de bosser rapidement sur mon ordi, ben, en 1 heure, alors le but c'est pas d'en faire le plus possible, on n'est pas là à faire la course bien sûr, mais s'il y a 50 radios à dicter et que moi j'ai un taux horaire de 20 radios à l'heure et que l'autre il est à 6 radios par heure parce qu'il met du temps à cliquer, il met du temps à mettre sa mise en page, qui ne connaît pas les raccourcis clavier, qui met 2 heures, mais en fait il est beaucoup plus lent et il fait le même travail que moi, juste je suis beaucoup plus rapide. Et en fait ça c'est un exemple concret pour mon métier, mais pour créer des vidéos YouTube, pour faire du montage, pour créer des dossiers, pour faire des choses sur son ordi, pour produire, pour vraiment en fait, je me rends compte que maintenant, on produit quasiment tout sur l'ordi. Donc peut-être que je me trompe et que moi, je suis complètement décorrélé et que en fait, la plupart des gens, ils sont pas sur l'ordi, etc. Mais j'ai l'impression quand même que pour produire, pour créer des choses, l'ordi, c'est extrêmement puissant et que en fait, sans ordi, je crois qu'on pourrait pas. Enfin, moi, je pourrais pas faire autant de choses. Et donc, apprendre à manipuler son ordinateur rapidement, c'est hyper important. Voilà. Pardon. Ok, donc voilà un petit peu pour... putain, mais alors, en parlant de ça, lui il redémarre plus. Donc, ah, mais voilà. Je vous dis que c'est bien, mais si l'ordi est cassé, il est cassé. Hein. Raccourci d'accessibilité. Bon, ben ok. C'est pas très grave. Voilà. Et donc... Utilisez la touche de tabulation pour naviguer. Tu vas te taire, mon pauvre gars.
Ah voilà, ça marche mieux, tout de suite. Ok, voilà un petit peu donc pour l'essentiel de ce podcast. Je vous ai dit en fin de podcast que je vous ferai une petite anecdote pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Bon, on verra un petit peu le taux d'engagement. J'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à me faire part un petit peu des retours en commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc je vous ai dit, Spotify c'était déjà en place. Là, Apple Podcast sur celui-là et le premier, je vais les mettre sur Apple Podcast. Comme ça, tout le monde les a. Pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium, parce que il faut se le dire, Apple Podcast c'est gratuit, donc c'est cool. Spotify, je crois qu'il y a les pubs à mon avis sur Spotify et sur YouTube. Si vous n'avez pas YouTube Premium, vous avez les pubs ou bien voilà. Ok. Donc en termes d'anecdotes, je peux vous parler un petit peu des gardes. Alors, les gardes, parce que je crois que j'en avais déjà parlé sur la chaîne un petit peu de la première garde que j'avais fait aux urgences quand j'étais externe. J'avais déjà parlé que j'avais mangé à 4 h du matin, que j'avais pas pu me coucher, enfin c'était un peu l'enfer, alors que la garde était hyper calme, hein, mais voilà. Donc je crois que ça m'a un petit peu, comment dire, je vais pas dire martyrisé, mais ça m'a pas donné une très bonne vision des gardes. Alors que ça se trouve, si la première garde s'était hyper bien passée, j'aurais vu les gardes sous un autre œil. Voilà, donc ça c'était ma première garde aux urgences. Je vous invite à aller voir la vidéo en relation. Et ensuite, je vous avais expliqué que quand on était en termes de radio, on ne peut pas faire des gardes immédiatement parce qu'en radio, il faut avoir un niveau quand même minimum, même si à la fin de la première année, on n'est pas ouf non plus. Et même maintenant, actuellement, je ne suis pas ouf non plus, mais il faut avoir un niveau minimum pour gérer au moins les urgences vitales. Et si il est 3 h du matin, que le chef est parti se coucher et que vous êtes tout seul et qu'il y a un gros polytro, si vous n'êtes pas capable de voir dans les 10 minutes qu'il y a une rupture de l'isthme aortique, malheureusement, vous allez être un danger. Donc c'est pour ça que on dit qu'en radio, il faut faire au moins 1 an de radio pour faire des gardes. Okay, donc la première année de radio, en fait, j'ai dû refaire des gardes aux urgences. Et là maintenant, ce qui était drôle, c'est que quand vous avez fait la 6e année, alors je vous explique, en gros le contexte, c'est qu'en 5e année, je vous avais dit que j'ai pas fait de garde, j'ai pas fait de stage, quasiment. Donc à partir du milieu de la 5e année, j'ai fait de la chirurgie et puis après, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, bref, pas trop aller en stage. 6e année, quasiment pas aller en stage. Je suis allé que quelques fois au bloc et 2-3 visites le matin en chirurgie juste pour aller mesurer le niveau des redonds. C'est le seul truc. Ok, donc ça, c'était en tant qu'externe. Ensuite, donc je fais toute la 6e année en train de bosser comme un fou, ne pas voir un seul patient, passer mon temps à la BU en train de bosser mes cours. Ensuite, passer l'été. Donc, alors, il y en a qui. Je n'ai pas trouvé cela dans votre bibliothèque sur Apple Music. Tais-toi, mon pauvre. Tais-toi. Ensuite, en 6e année, alors il y en a qui vont critiquer, mais peu importe. L'été, moi j'avais un stage du coup où il me permettait de ne pas y aller. Donc du coup, je ne suis pas allé en stage de l'année et l'été, paix à leur âme à ceux qui ont dû aller en stage après le CN, mais bon, il y en a qui c'était comme ça. Moi, je ne suis pas allé en stage de l'été, du coup, je ne suis pas allé en stage de. Enfin, je ne suis pas allé de l'année, j'ai passé le CN et après, je ne suis pas retourné. Du coup, en fait, ça faisait plus d'1 an. Et du coup, après, j'étais en vacances de juin jusqu'à novembre, le fait qu'on commence les premiers stages, enfin, le premier stage d'interne. Et donc, plus d'1 an et demi quasiment. Alors, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Quasiment plus d'1 an et demi sans aller en stage, sans voir trop de patients. Et quand on commence à revenir, alors on a les connaissances de l'internat, très, très bien, mais quand on commence à retourner à l'hôpital et qu'on doit faire des gardes aux urgences, et qu'on a pris radio aussi parce que on a pris radio pour certaines raisons, et le fait d'être plus sur le côté diagnostic et de ne pas faire des gardes aux urgences, etc., ça a fait partie du choix. Lorsque vous retournez aux urgences et que vous retournez voir les patients, ça fait un petit peu bizarre. Et voilà. Alors après, on sera habitué, etc. Mais autant vous dire que la première fois qu'on arrive aux urgences et qu'on fait nos gardes, qu'on dit qu'on est en radio et que ça fait 1 an qu'on n'a pas vu de patient, voilà, le chef, il faut bien qu'il repasse derrière parce qu'il peut y avoir quelques gags. Alors bien sûr, il y a toujours les seniors qui repassent, etc. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, évidemment. Mais les premières gardes, bon, il y avait quelques petites appréhensions, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était pour les premières gardes en tant qu'interne interne classique. Et après les premières gardes en tant qu'interne de radio, bon, finalement, là où je suis, on nous met assez rapidement dans le bain, c'est-à-dire qu'on est assez rapidement aux urgences en train de dicter. Alors au début, on ne valide pas les scanners tout seul. Et après, même si on valide, on nous regarde les scanners et on pose des questions à la moindre hésitation. Mais on est rapidement mis dans le bain. Il y a d'autres villes où c'est pas comme ça. Donc nous, on est assez rapidement autonomisé dans ce sens-là. Donc ça a été en termes de garde. Mais pour moi, le plus dur, c'était presque un peu ces gardes de médecine parce que on n'était plus habitué et voilà. Donc c'était pas toujours facile. Après ça s'est plutôt bien passé. On remercie aussi, ça fait bizarre parce qu'on est externe, on passe le concours et on choisit l'aspect. Et après, du jour au lendemain, on arrive et c'est nous le docteur. C'est nous le docteur, on n'est pas docteur, mais on arrive, on est interne. Bon, il
bon, il y a toujours les chefs qui passent derrière, bien sûr, mais après, oh, ça y est, on passe du côté interne. Les externes, c'est eux qui nous écoutent, entre guillemets, et on n'est plus externe, alors qu'en soi, c'est pas qu'il s'est rien passé, on a passé le concours, on a choisi l'aspect, mais on n'a pas pris plus de niveau que ça, à part avoir bossé ses cours comme un fou, mais on n'a pas trop examiné de passion. Donc c'est un peu marrant ces premiers jours, et en fait c'est cool quand on tombe sur des externes qui sont bien, qui sont assez proactifs, etc. Donc ça c'est cool, et voilà, et c'est pour ça qu'il faut être assez humble, et moi c'est pas parce qu'il y en a qui vont arriver internes, et ça y est, ils ont un bon classement, ils croient que c'est des brutes. Moi je savais très bien qu'en clinique j'étais pas bon, et que je pouvais compter sur les externes aussi, etc. Moi ce que j'aimais bien, je me rappelle, c'était les sutures. J'ai toujours aimé ça quand j'étais même externe et tout. Quand j'étais aux urgences, je voulais toujours passer à l'ambu parce que j'aimais bien les sutures. Donc voilà, j'avais pas trop suturé quand j'étais interne, on laisse surtout suturer les externes, mais voilà, donc moi c'est un petit peu les souvenirs que j'avais bien aimé ce côté-là, tout simplement, voilà. Bon, en tout cas, là c'est vrai que l'anecdote je ne l'ai pas trop préparée, je dois vous l'avouer, je vais préparer quelques petites anecdotes pour le prochain podcast, donc voilà, je vais les poster sur toutes les plateformes comme ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me faire part des retours un petit peu en commentaire, si ça vous a plu, s'il y a des côtés si vous avez des suggestions, des choses sur lesquelles, peut-être des idées un petit peu, je suis encore en train de réfléchir à la structure du podcast. Donc on a dit au début, petite introduction. Ensuite, on va essayer de mettre donc les meilleures astuces de productivité. Ensuite, comment faire partie du top 5%. Ensuite, anecdotes. Voilà, ça fait déjà 3 parties. S'il y a d'autres parties qui pourraient vous intéresser, qui peuvent vous sembler pertinentes, s'il y a un petit peu celles qui sont entre guillemets les plus aimées sur YouTube, je regarderai tout ça. De toute façon, je vais regarder les commentaires. Le but, c'est d'avoir de l'interaction le plus possible. Tout simplement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. On se retrouve dans le prochain épisode. J'ai dit que là, j'essaie de faire 2 vidéos minimum par semaine. Donc là, j'ai tourné aussi le vlog aujourd'hui. Donc il y a le vlog qui va sortir, le podcast, pardon. Et voilà, il faut que je prépare aussi la vidéo longue qui sortira, à mon avis, plus début de semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.